Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez plaidé en cour d'assises, mais moralement, vous n'avez jamais cessé d'être debout. Le défenseur de la liberté que vous êtes signe aujourd'hui son premier roman. C'est dire si vous êtes le bienvenu sur Sud Radio ou comme vous, nous parlons vrai. Bonjour Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Alors on vous connaît comme avocat, vous avez mené pas mal d'affaires et vous publiez votre premier roman chez Fayard, Coupable de liberté, on va en parler. Mais le principe des clés d'une vie, c'est un interrogatoire si j'ose dire, à partir de 4 dates clés de votre vie pour évoquer votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 21 novembre 1973, je crois que c'est le jour de votre prestation de serment. Absolument, ça fait donc un peu plus de 50 ans maintenant. C'est un moment qu'on n'oublie jamais. Ah, c'est un moment essentiel, puis c'est aussi presque un rite de passage. C'était la première fois que j'assumais une profession. J'avais été presque jusqu'alors étudiant. Il y avait encore à l'époque le service militaire, oui, quand même, qui faisait la césure entre les deux temps de la vie. Et il se trouve que ça marque la fin d'une vie et une nouvelle vie, ce serment. Alors non seulement c'est une fin et c'est l'entrée dans une sorte de responsabilité d'adulte consistant à exercer une profession, plus encore à assumer les libertés des autres, mais c'était aussi pour moi une rupture, dans la mesure où, à l'origine de mes études et peut-être de mes inclinations, était la matière littéraire et philosophique, que j'avais un peu abandonnée au profit du droit, dans la perspective d'entrer dans quelque chose de moins marginal qu'une situation, je dirais, purement intellectuelle, qui fait qu'on regarde le monde sans vraiment y participer. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez fait, Jean-Yves Le Borgne, une licence de philosophie. Absolument. Il y a quelqu'un comme vous qui voulait être dans les lettres et qui ne voulait pas exercer, c'est Robert Badinter, qui n'imaginait jamais exercer un jour le métier d'avocat. Je crois qu'il rêvait surtout d'être professeur. Exactement. Oui, oui. Alors, il se trouve que ce serment, je crois qu'il a évolué. Je crois que c'est une formule orale, mais je crois qu'elle a évolué au fil des années, qu'elle a changé légèrement. Oui, alors, je ne sais plus très bien à quelle date le texte du serment a changé, mais on a supprimé l'obligation d'être dans une sorte de déférence, de respect des institutions. Bon, au fond, l'avocat est un peu un empêcheur de tourner en rond. Si on l'enferme dans le respect, c'est une manière de lui intimer un ordre de silence. Et il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est la robe d'avocat. Ça, le jour où on porte la robe pour la première fois, c'est aussi un moment qu'on n'oublie jamais. Mais c'est une sorte de rite d'initiation, au fond. On entre dans une profession qui n'est pas seulement, comme on dirait aujourd'hui, un job. C'est un état que d'être avocat. On n'a pas d'horaire, on travaille aussi bien la nuit qu'en se promenant dans la rue. Ce n'est pas qu'on travaille plus que les autres. Si, peut-être d'ailleurs, mais peu importe. En réalité, c'est une façon d'entrer dans une forme de cléricature. Ah, il se trouve aussi qu'il y a une blague qui circule depuis des décennies, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le mari qui rentre chez lui, l'avocat, avec un paquet sous le bras, et sa femme lui a dit « Je te parie que tu t'es acheté une nouvelle robe ». C'est quelque chose... Les robes, on n'en a pas beaucoup, vous savez, dans sa vie. Et alors, il ne faut pas trop en changer, parce qu'il y a aussi un vieux dicton qui dit « On meurt dans la 3e ». Alors, on use la 2e jusqu'à la corde. Il se trouve aussi qu'au départ, vous n'êtes pas dans une famille d'avocats, vos parents, votre père était banquier, je crois. Absolument. Rien à voir. Rien à voir. Mais ça vous tentait de faire autre chose. Je vous dis, c'est un peu un compromis à mes yeux entre une réflexion strictement abstraite que la philosophie illustre parfaitement, et puis une volonté d'être dans le monde, de ne pas être celui qui, sur un quelconque monte-aventin, brasse des idées sans conséquence. Au départ, je crois que vos études, c'est le lycée Buffon. Absolument. Où il y a eu un autre avocat célèbre, Pierre-Olivier Lapie, qui a été un des résistants auprès de Gaulle, qui lui aussi a été avocat. C'est l'un des plus célèbres avocats avec vous du lycée Buffon. Le lycée Buffon a eu
pas mal d'hommes qui ont laissé un peu leur nom dans l'histoire. D'ailleurs, il y a maintenant une association des anciens et nous allons parler aux jeunes de ce qu'a été notre vie. Il se trouve aussi que vous trouvez du travail dans un cabinet. C'est assez facile à cette époque-là. C'est pas encore le chômage. Alors, ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. C'est vrai, le nombre des avocats est sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. Mais il y a une sorte de lien un peu fermé. Il faut être recommandé. Et je me souviens, vous évoquiez Robert Badinter, que je l'avais rencontré à l'époque et qu'il m'avait dit qu'il me prendrait à son cabinet, mais un peu plus tard. Il ne prenait pas de débutant, de tout débutant. Et ça a été une rencontre importante aussi pour moi. Et puis, c'est une époque où quand on débute, il n'y a pas d'ordinateur, c'est encore la paperasserie, Jean-Yves Le Borgne. Ah, c'était non seulement la paperasserie, mais les actes de justice tapés en 3 ou 4 exemplaires avec le carbone et le papier plur. Et en même temps, le nombre d'avocats est en pleine évolution. Je crois qu'entre 70 et 2001, il est passé de 3 430 à 14 900. Et les services juridiques se sont développés. Donc c'est un métier en pleine évolution quand vous y arrivez. Alors, il est en pleine évolution. Quand j'y arrive, on est encore très peu nombreux. Et ce n'est guère que un peu plus de 15 ans plus tard que la fusion avec ceux qu'on appelait alors encore les conseils juridiques va étoffer considérablement les effectifs et changer la vie. Aujourd'hui, c'est encore plus extraordinaire. Le seul barreau de Paris connaît une progression de 1000 avocats supplémentaires chaque année. C'est fou, ce qui rend, à mon avis, la vie des jeunes particulièrement difficile. Il se trouve aussi que votre première plaidoirie, vous la devez à un avocat qui a eu la grippe et qui n'avait personne pour le remplacer. Oui, j'étais tout jeune débutant. Mon patron était un vieux monsieur. J'avais 23 ans, il devait en avoir 75. Il me parlait de la guerre, c'est-à-dire pour moi de quelque chose qui appartenait à l'histoire. Il était souffrant. Il avait une collaboratrice qui devait le remplacer et qui, à son tour, s'est trouvée dans l'incapacité physique d'assumer l'audience, ce qui fait que ma première plaidoirie, c'était à la cour d'assises. Et là, en arrivant, presque sans le trac, justement, parce que vous êtes débutant. Ben, je crois que le trac vient avec le temps. Vous savez, il y a cette vieille histoire de Sarah Bernard qu'on connaît bien, hein, de cette jeune comédienne qui vient lui dire « Madame, je n'ai plus le trac ». Et elle lui répond « Tu verras, mon petit, quand tu auras un peu de talent ». Ouais, exactement. Mais c'est vrai que petit à petit, on apprend son métier, puis on apprend à gagner ou à perdre des affaires. Ben, apprendre à gagner, ça s'apprend vite. Apprendre à perdre, c'est plus compliqué. Et puis avec le temps, on arrive à percevoir les raisons qui font que le juge n'a pas voulu entrer dans le raisonnement qu'on lui proposait. Et petit à petit, vous vous passionnez, Jean-Yves Le Borgne, pour le droit pénal. Bah, le droit pénal n'est peut-être pas le plus juridique des droits, mais c'est à coup sûr celui où la matière humaine est la plus présente. Car il y a des comportements qui, la plupart du temps, quand on n'en conteste pas la réalité, l'existence, sont des comportements marginaux. Mais justement, essayer de comprendre, de saisir, de cerner des attitudes à peu près incompréhensible lorsque l'on regarde la vie d'un homme à froid, ça c'est passionnant. Alors j'ai retrouvé un sketch qui se passe en cour d'assises, c'est un sketch d'un avocat qui s'appelle Paul Prébois. Maman, viens vite, dépêche-toi, maman, viens vite. Va vite t'asseoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch, c'est l'avocat. C'est-à-dire que c'est un sketch totalement délirant où il plaide avec sa mère qui est femme de ménage et qui est aux assises et qui réussit à trouver une chaise. Et c'est absolument délirant parce qu'elle lui a promis un vélo s'il gagnait l'affaire. Et c'est vrai que ces affaires d'assises, au départ, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, Jean-Yves Le Borgne. Je pense que le crime n'était pas à l'époque celui qui faisait la première page des journaux. Il y avait un intérêt, il y a toujours eu un intérêt pour la marginalité humaine que représente l'activité criminelle, mais je crois qu'il y a aujourd'hui une sorte d'obsession
pour la tranquillité, pour la paix, pour l'absence de tout soubresaut. Et ce qui fait que le crime, qui a toujours été anormal, toujours été considéré à juste titre comme fort regrettable, aujourd'hui est un scandale absolu. Alors, il se trouve aussi que l'une de vos premières affaires s'est pas très bien passée parce que votre client est venu vous voir, je crois que c'était à Toulouse, et il vous a donné 10 000 francs au départ en billets de 500 francs. Ah, vous connaissez cette histoire? Eh bien, elle est vraie, elle est vraie. Et voyez-vous, je crois que j'en parlerai bientôt. Je serai amené à plaider pour certains de mes confrères auxquels on reproche tout bêtement une insuffisance d'attention. Eh bien, je pense que ce genre de situation aberrante arrive. J'avais été stupéfait en découvrant que la somme d'argent qui m'avait été donnée provenait du hold-up lui-même. Je vais voir mon bâtonnier, qui était un homme très élégant, et qui me dit « Tu ne peux pas garder l'argent ». J'en suis ravi, je suis prêt à le lui remettre immédiatement. Et alors que je lui propose de m'exécuter, il me dit « Attention, tu ne peux pas non plus le restituer, car si tu le restitues, tu apportes la preuve matérielle de la culpabilité de ton client. » Figurez-vous que j'ai gardé cet argent pendant des années, ne sachant qu'en faire. Entre-temps, mon cabinet a été cambriolé. Ils n'ont pas trouvé l'argent. Et ce qui fait que quelques années plus tard, peut-être 6 ou 7 ans plus tard, le nouveau bâtonnier m'appelle en me disant « Tu as toujours l'argent ?»« Oui, monsieur le bâtonnier, j'ai toujours l'argent. » Eh bien, on va s'arranger. Et les choses ont terminé de la manière suivante. Le responsable des œuvres sociales de la banque qui avait été cambriolée est venu dans le bureau du bâtonnier et en sa présence, j'ai remis les fonds à ce représentant des œuvres sociales. Une sorte de justice un peu naturelle. Voilà. D'autres dates importantes dans votre parcours et on va évoquer dans quelques instants le 31 mai 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Yves Le Borgne. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Yves Le Borgne pour ce livre Coupable, liberté chez Fayard qu'on évoquera. On évoque d'abord votre parcours d'avocat pénaliste, on a évoqué vos débuts. Et le 31 mai 1985, d'après mes sources, c'est votre première télévision dans ce journal de TF1. Le journal de TF1, ce soir-là, vous êtes interviewé parce qu'il y a une exposition à Paris d'instruments de torture et vous intervenez pour évoquer la torture douce. Et dans les archives de l'INA, c'est votre première télé. Ah, eh bien, écoutez, maintenant que vous m'en parlez, la chose me revient. Vous savez, un peu comme ces souvenirs un peu confus qui tout à coup sortent du brouillard. Vous êtes présenté comme avocat pluraliste et vous allez évoquer ce sujet qui est vraiment avec une telle passion que finalement la télévision vous découvre ce soir-là. Écoutez, c'est possible. La télévision était déjà, elle l'est toujours, comme tous les médias aujourd'hui, particulièrement importante pour l'expression des idées et des sentiments. Et je pense que j'avais saisi l'occasion de dire qu'effectivement, il y a dans la découverte du crime, ça c'est une chose, mais surtout dans la tentative d'obtention de l'aveu, une sorte de penchant pour la torture qui, selon les époques, prend des formes différentes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, les avocats sont des gens très, très, très sérieux, mais très fermés. Il n'y a pas beaucoup d'avocats à la télévision. Vous êtes l'un des premiers à passer cette barrière du petit écran et à faire découvrir avec passion aux téléspectateurs votre métier et ses conséquences. Je pense que c'est peut-être un problème de génération. Je n'exclus pas que ceux qui étaient alors d'une génération plus ancienne que moi aient considéré qu'un avocat plaidait dans un prétoire, mais ne s'exprimait que secondairement à la télévision. D'ailleurs, vous évoquiez Robert Badinter, qui a été un homme important et pour le barreau et pour la justice en général, mais on ne l'a vraiment vu dans les médias que quand il a été garde des Sceaux. Et vous avez commencé en commentant régulièrement l'actualité judiciaire à la télévision, Jean-Yves Le Borgne. Il me paraît important que la justice qu'on rend, paraît-il, au nom du peuple français, ne soit pas complètement ignorée du peuple français. Et on voit dans beaucoup de circonstances que le fonctionnement technique, le sens des choses, la façon dont il faut prendre une décision ou une absence de décision, une acceptation ou un rejet,
échappe au grand public. Je crois qu'il est essentiel qu'un pays sache ce qu'est sa justice. Et régulièrement, on vous voit à la télévision en même temps que Frédéric Potcher, qui a été le grand chroniqueur judiciaire de la télévision. Je crois que le premier procès, c'était celui de Philippe Pétain qu'il a commenté jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il avait été au départ tenté par une carrière d'acteur et il avait débuté dans la troupe de Sacha Pitoëff. Parce que l'avocat, finalement, c'est aussi un acteur. C'est un acteur, on le dit parfois d'une manière péjorative. Je ne sens pas d'ailleurs cette connotation péjorative dans votre propos, non. Mais quand on le dit de manière péjorative, c'est qu'on dit qu'au fond, l'avocat va mentir et que tout son talent serait de faire croire qu'il dit la vérité. Je pense que là n'est pas le problème. Plaider, c'est s'adresser à des hommes et des femmes et essayer de leur faire comprendre et admettre surtout un raisonnement, une manière de voir. Il faut être présent, il faut que le discours passe, porte. Et si vous n'avez pas, je dirais, dans le prétoire, à la barre, mais comme n'importe où, la capacité de mettre un petit peu de vie, de rythme, d'existence dans votre propos, celui qui est en face de vous, bientôt ne vous écoute plus. Mais la voix est essentielle. Alors il y a la voix, d'autant plus que à mes débuts les micros étaient rares. Peu après il y en a eu un peu plus. Et la plupart du temps ils ne fonctionnaient pas, de telle sorte que la portée de la voix permettait de se faire entendre. Mais je pense qu'il n'y a pas que les décibels. Hein. Il y a le ton, il y a la conviction. Elle est dans le discours. Mais elle est aussi dans un visage, dans un geste, dans le choix des mots, dans l'équilibre d'une phrase. La conviction qui rend l'auditeur attentif et qui l'amène à respecter ce que vous lui proposez comme raisonnement, elle passe par un engagement complet de celui qui parle. Alors, en 1977, Jean-Yves Le Borgne, vous devenez l'un des 12 secrétaires de la conférence, qu'on appelle dans ce métier-là, mais surtout, vous allez défendre et préserver les concours d'éloquence. Et ça, c'est important aussi. Ah, le concours d'éloquence me paraît important. Il a toujours été. Mais je dirais que dans les années 70, puisque vous pensez au temps où j'étais secrétaire de la conférence, les concours d'éloquence se passaient, je dirais, entre jeunes gens de bonne famille ayant un peu de culture. Donc, au fond, on tournait entre soi. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, certains de mes confrères, je pense à mon confrère Bertrand Perrier, et de mon côté, j'ai aussi cette action, nous essayons de développer le concours d'éloquence, parfois dans des milieux où ça paraît saugrenu, où c'est complètement une activité inattendue, parce qu'encore une fois, mieux vaut se parler, essayer de se comprendre, que se combattre et finir parfois dans la violence. Oui, mais le concours d'éloquence, c'est justement, pour les jeunes avocats, un test et une façon de progresser et de se montrer. Ah, c'est essentiel. Le barreau de Paris, aujourd'hui, c'est 34 000 avocats. Lorsqu'il y a 12 secrétaires de la conférence, c'est quand même 12 élus, si je puis dire. Alors, ils ont aussi le privilège des commissions d'office. Pour le grand public, les commissions d'office, c'est la désignation par le bâtonnier pour les affaires criminelles. Et quand on a 25 ou 27 ans et qu'on est dans un énorme barreau comme celui de Paris, il est assez rare qu'on soit désigné, choisi pour plaider à la cour d'assises. Donc c'est fondamental d'avoir ce privilège. Oui, c'est presque une audition, une conférence de ce genre. Ah, c'est un concours en 3 tours, avec un tour de semi-improvisation qui est le deuxième. Et finalement, alors il y a une dimension bien sûr subjective, puisque ce sont les 12 d'une année déterminée qui élisent les 12 qui vont leur succéder. Mais indépendamment de cet aspect des choses, il est rare qu'un secrétaire qui est devenu secrétaire soit franchement un mauvais orateur. Voilà. Et ça lui ouvre de nouveaux horizons pour son métier, pour plaider de nouvelles causes. Absolument, ça lui ouvre l'accès à des grands dossiers criminels qu'il n'aurait peut-être jamais rencontré. Alors, ce côté improvisation, c'est aussi la Ligue d'improvisation qui est née au Québec. Je ne sais pas si vous le savez. En fait, il y avait peu de monde sur les terrains de hockey et on a lancé ça et c'est devenu une institution. Et c'est aussi au Québec qu'est née une chanson qui symbolise aussi le travail et qui est essentielle pour l'avocat.
C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent. La langue de chez nous d'Yves Duteil, qui est considérée au Québec comme un hymne national. Et c'est vrai que la langue française, pour un avocat, langue française qui est souvent controversée aujourd'hui, c'est essentiel, Jean-Yves Le Borgne. Ah, la langue est fondamentale à mes yeux. Je dirais que de temps en temps, j'ai quelques surprises négatives, c'est-à-dire qu'on sent que le langage du bistrot auquel l'orateur est accoutumé, il sait bien que ce n'est pas dans le prétoire et devant les juges qu'il faut l'utiliser. On sent qu'il cherche le bon mot, il tourne en rond. Et finalement, désespoir de cause, parce qu'on a quelques secondes pour réfléchir et choisir le mot, pas plus. Il tombe dans le vocabulaire qui est celui des copains devant une bière. C'est un peu dommage. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que jusqu'aux années 50, on pouvait photographier dans les prétoires. Et ça vous a donné l'idée de faire un livre étonnant avec Caroline Pigozzi, qui est un livre où on voit ce qu'était la justice voici 50 ou 70 ans. Oui, on a toutes ces photos. C'est Caroline Pigozzi qui les a réunies, puisqu'elle est grand reporter à Match, et qui montre ce qu'est la présence d'un homme dans un prétoire entre deux gendarmes. C'est je crois, particulièrement significatif. Moi, je serais très favorable, le problème s'est posé à plusieurs reprises, à l'idée de quelque chose qui ressemble à une court channel à l'américaine. Au fond, on dit que les jugements sont prononcés au nom du peuple français. Mais le peuple français, dans sa grande majorité, ne sait pas trop ce que c'est qu'une audience. Oui, d'autant plus que la seule façon qu'on ait aujourd'hui de voir une audience, ce sont les dessins. Il y a une dizaine de dessinateurs à Paris qui vont régulièrement suivre les audiences et font des caricatures. Alors, ils sont pour la plupart extraordinairement doués. Je vois le nombre de dessins de qualité qu'ils font en très peu de temps. Mais un regard, une mimique, une hésitation, je ne sais quel geste un peu incontrôlé de la part soit d'ailleurs d'un procureur, soit de la part d'un accusé, c'est extraordinairement significatif. Et ça, on ne le verra jamais sur un dessin. Et on verra d'autres choses aussi à votre propos dans quelques instants à travers une autre date, le 4 janvier 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Yves Le Borgne. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Yves Le Borgne. Nous parlerons tout à l'heure de votre premier roman, Coupable de liberté. Là, on en revient à votre carrière d'avocat, mais pas seulement, car le 4 janvier 2012, vous avez créé un club qu'on peut évoquer à travers une chanson. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Michel Prouveau, qui a été à la télévision présentateur sur un air d'accordéon. Vive les Bretons, car vous avez créé avec Geneviève Augendre et Jean-Yves Toulec ce jour-là le club des Bretons au Palais. Alors, rendons justice. Ce club des Bretons, bien qu'un peu confidentiel, s'est créé juste après la Libération. Et Geneviève Augendre, qui était mon aînée et qui n'est plus avec nous maintenant, m'avait raconté que toute jeune, elle participait aux premières réunions de ce club des Bretons, auquel nous avons essayé de donner une forme un peu plus solennelle, en quelque sorte. Et alors, il y aurait presque une nouvelle date. C'est janvier de cette année. Janvier de cette année où j'ai passé la main à de plus jeunes et qui vont donner un nouvel élan à ce club des Bretons. Qu'est-ce que c'est au départ, ce club des Bretons, Jean-Yves? Je pense que c'était une volonté de quelques avocats bretons ou d'origine bretonne, puisqu'en réalité, Paris est la plus grande ville bretonne de France. Hein, les Crépris sont nés à Montparnasse. Bien entendu, bien entendu. On dit que les Bretons arrivaient à la gare Montparnasse et qu'ils n'allaient pas bien loin. Hein. Donc les Crépris sont restés là. Et je crois que ses confrères trouvaient sympathique de se retrouver entre eux, d'évoquer leurs origines et le pays breton. Il y a un dîner annuel, je crois, que vous présidiez chaque année. Oui, alors, ça n'était guère que cela, il faut bien l'avouer, de mon temps. Maintenant, la jeune génération a une imagination extraordinairement fructueuse et va certainement prendre des initiatives beaucoup plus importantes que ce que j'ai fait. Il y a également la même chose pour les gens du Nord qui se réunissaient chaque année sous la présidence d'un journaliste, Jacques Duquesne, qui dirigeait Le Point. Il y avait Lynn Renaud, il y avait Danny Boone, Raymond DeVos. C'était au pavillon Le Doyen et ça se terminait en chantant Le Petit Quinquin. C'était aussi une tradition régionale importante. Alors, c'est
vrai que la Bretagne a toujours compté. D'ailleurs, dans votre livre, il y a quelques allusions à un moment à la Bretagne. Oui, absolument. La Bretagne, non seulement, si vous voulez, pour moi, est un pays de rattachement familial. Je suis né à Paris. Mais mon père était né en Bretagne. Nous avions une maison dans les côtes qu'on disait du Nord jadis et qui sont d'Armor maintenant. Et j'ai passé toutes mes vacances d'enfance, c'était 3 mois à l'époque, toutes mes vacances d'enfance dans ce pays de Bretagne qui est devenu un peu le mien, en ce sens que à Paris, on est presque tous des étrangers. Il n'y a pas de folklore parisien. Il y a une manière d'être, il y a des relations qui ont une certaine forme. Mais je dirais le terroir, la terre qui s'attache un peu à vos souliers, c'est toujours nécessairement ailleurs. Et Yann Kefelec a dit qu'il n'était jamais aussi heureux qu'en mer au large de la Bretagne. Vous aussi, la voile, vous l'avez pratiquée, Jean-Yves Leborgne. Alors, je pratique un peu la voile. Alors, je dois dire, Yann Kefelec, qui est un vieux camarade, nous étions au lycée ensemble, dans la même classe au lycée Buffon. Et alors, je n'ai pas la compétence que je connais maritime de Yann, qui, lui, est un vrai marin. Moi, je bricole dans la voile. Mais en même temps, de temps en temps, vous aimez vous retrouver en mer et oublier tout cela. Alors, il y a aussi dans votre parcours une autre chose importante. En janvier 2010, vous devenez, Jean-Yves Leborgne, le premier vice-bâtonnier de l'histoire du barreau français. Ça aussi, c'est une création de votre part. Alors, c'est une création qui est assez originale. D'ailleurs, quand je regarde les choses dans une sorte de flashback, en regardant en arrière, je me dis, mais quelle audace ou quelle inconscience. Je me suis présenté aux élections du Conseil de l'Ordre, alors que j'étais déjà ancien membre du Conseil de l'Ordre, en disant « je ne siégerai pas comme membre du Conseil de l'Ordre, je me présente comme vice-bâtonnier ». Une institution qui n'existait pas. Et comme j'ai été élu d'une manière, je dirais, sur le plan arithmétique indiscutable, la chancellerie m'a dit, bon, dites-moi là votre histoire, maintenant, il faudrait peut-être un peu la formaliser dans un texte. Et j'ai écrit le projet du décret qui créerait le vice-bâtonnier. Depuis, il y a des vice-bâtonniers dans toute la France, dans tous les barreaux, et je ne suis pas mécontent d'avoir inscrit cette institution dans l'histoire de la profession. Voilà, mais l'idée était née parce que vous considériez que le bâtonnier avait peut-être un peu trop de travail pour sa personne. Déjà à l'époque, il y avait à Paris environ 20 000 avocats. Alors, il y avait le nombre, mais il n'y avait pas seulement le nombre. Il y avait la diversité du type d'activité. Alors, quand vous aviez un avocat d'affaires qui devenait bâtonnier, il était parfait pour répondre aux questions que se posaient les avocats d'affaires. Mais quand on lui disait, monsieur le bâtonnier, il y a un problème au niveau de la prison, etc., là, il n'y connaissait plus rien. Il n'avait jamais mis ou presque les pieds dans une prison. Il fallait une diversité de compétences pour que deux personnes, avocats ou avocates, complètent en quelque sorte la capacité de réponse aux questions et aux difficultés rencontrées par les confrères. C'est un petit peu le principe du ticket du président et du vice-président américain que vous avez adapté aux avocats. À peu près, à peu près. Alors, le problème, c'était justement de convaincre et de traverser ces montagnes administratives pour que ça passe. Alors, il y avait les difficultés administratives, ça n'a pas été les pires, puisque je dis, dès le lendemain, la chancellerie m'a dit, bon, on officialise les choses, travaillons ensemble, très bien. En revanche, il y a eu dans le vieux barreau une sorte de pesanteur de l'habitude, et notamment les anciens bâtonniers. L'institution date du temps où la France était une monarchie au pouvoir absolu. Ils en avaient un peu emprunté l'esprit, et l'idée que le pouvoir, que la domination, que la capacité d'instruire appartint désormais à 2 personnes et non plus à une seule, ça les froissait quelque peu. Alors ça, c'est le côté vice-bâtonnier, mais il y a aussi le côté people, car vous êtes aussi célèbre, Jean-Yves Leborgne, pour avoir défendu, on les appelle les people, alors que People, c'est le nom d'un journal américain, ce que tout le monde a oublié, qui était un journal très sérieux, qui parlait des gens, mais des gens normaux. Et finalement, vous êtes devenu celui qui défendait certains artistes. Et il y en a eu, et des artistes et des hommes politiques. Ça est allé de Jean Tibéri à la famille Bettencourt, Carlos Ghosn, Joe Star, des univers très différents. Comment c'est arrivé ?
Écoutez, c'est toujours le hasard des choses. Vous avez quelqu'un qui vous demande de le défendre, parfois, souvent, parce qu'il y a une personne intermédiaire qui lui dit « tu devrais aller voir le borgne ». Et c'est comme ça que les gens arrivent. Après, il y a le premier contact. On sent bien si on va pouvoir s'entendre ou ne pas s'entendre. Et je crois que celui qui a besoin d'une défense voit dans l'avocat qu'il rencontre pour la première fois celui qui portera sa voix ou au contraire qui en sera incapable. Bon, je pense que quelle que soit la différence de personnalité, il y a des rencontres. Oui, mais en même temps, c'est pas toujours facile et en plus, ce sont des affaires très difficiles car très médiatisées. Oui, c'est pas toujours les plus compliqués, encore que souvent la presse fait peser une certaine vision du procès et de la responsabilité de la personne concernée. Et il faut que les juges aient la force de caractère de résister à cette analyse. Oui, parce que vous arrivez dans un prétoire et qu'il y a Joe Star, évidemment, toute la presse est là. Et vous savez, je me souviens d'un jour où Joe Star, moi je l'appelle Didier, c'est son vrai prénom, devait comparaître et le procureur de la République d'un tribunal non loin de Paris m'appelle en me disant « je voudrais vous voir ». Il me dit ça sur le ton tragique, la voix presque tremblante, je vais le voir. Et il me dit « croyez-vous que les gamins des banlieues vont déferler sur le tribunal ?» Oh, je dis « monsieur le procureur, nous n'irons pas jusque-là et en tout cas, je puis vous dire que nous n'allons pas les inviter à le faire. » Mais le lendemain, il y avait des quarts de policiers partout. C'est fou, hein. Une histoire dramatique aussi, c'est Cheyenne, la fille de Marlon Brando, que vous avez défendue, qui s'est suicidée à 25 ans. Et c'est un drame que personne n'a jamais vraiment compris. Alors, j'aurais du mal à l'expliquer en termes rationnels. Mais je vous dirais que quand je l'ai appris, c'était peu de temps après que j'ai eu l'occasion de la défendre. Ça ne m'a pas vraiment surpris. Cette jeune femme avait ce qu'on appellerait une difficulté d'être, qui ne s'explicitait pas en ceci ou en cela, mais on sentait qu'elle vivait un malaise. Et quand elle a décidé d'en finir, je n'ai pas été vraiment surpris. Et puis, il y a eu l'interdiction du livre du docteur Gubler, qui était le médecin de François Mitterrand. Pour tout vous dire, j'étais un des premiers à me procurer le livre parce que j'ai fait ce que personne n'avait songé à faire. Je suis allé chez l'imprimeur et j'ai pris un exemplaire alors qu'il était interdit. Et cette affaire a aussi défrayé la chronique. Ah, c'était une très belle affaire sur la liberté d'expression, sur le secret médical, sur le fait de savoir si un homme politique de premier plan pouvait cacher son état de santé au peuple qu'il avait élu et qui lui avait même remis sa destinée en main, plus ou moins. C'est un vrai sujet. Et puis, on voit beaucoup de séries avec des policiers et des avocats à la télévision, mais l'un des rares téléfilms où il y a un avocat pénaliste, c'est un téléfilm qui s'appelle « Appelez-moi président » avec Jean-Claude Brialy. Je ne sais pas si vous l'avez vu et vous en parlez d'ailleurs, vous expliquez à l'occasion de la diffusion que les hommes de télévision ne connaissent la justice qu'à travers les films américains. C'est un petit peu vrai, hein, et ça demeure encore le cas, même si on entend parler, d'ailleurs même dans les prétoires, on voit parfois arriver quelqu'un qui n'est à l'évidence pas du tout informé de ce qu'est la justice française et qui s'adresse au président en l'appelant votre honneur. Oui. C'est très banal. Alors il y a aussi un film de cinéma qui évoque un sujet que vous connaissez parfaitement. Garde à vue de Claude Miller avec Lino Ventura, Michel Serrault et Guy Marchand, et qui a été le seul film de Michel Audiard qui ait permis aux scénaristes d'obtenir un César. Et c'est vrai que ce film a eu beaucoup d'importance, mais en même temps, vous avez fait un livre sur la garde à vue. J'ai fait un livre sur la garde à vue, je dirais que c'était un devoir impérieux à l'époque. J'étais vice-bâtonnier, les débats s'engageaient pour savoir si l'avocat pourrait intervenir en garde à vue. Il était tenu à l'écart jusqu'alors et il me paraissait fondamental de dénoncer en quelque sorte, le sous-titre du livre était ce résidu de barbarie. Le fait que finalement on voulait toujours trouver un moment où, selon une formule qui n'est pas de moi mais qui est du livre de formation des commissaires de police de jadis, parce que maintenant ils ont eu la prudence de le supprimer, il faut
conduire le suspect jusqu'à ce niveau de vertige d'où procède l'aveu. Cette manipulation ne pouvait plus durer et il fallait pour ce faire que l'interrogatoire, bien entendu, ait lieu, mais qu'il ait lieu dans des conditions normales où celui qui était suspecté fût assisté d'un avocat. Vous aviez vu le film Garde à vue? J'avais bien sûr vu et revu le film de Garde à vue, cet extraordinaire dialogue entre le juge d'instruction et on va dire le coupable, même si à ce moment-là, il n'est pas complètement acquis qu'il l'est, mais cette différence de culture aussi, puisque Michel Galabru, qui est le suspect dans cette affaire... Michel Serrault. C'est Michel Serrault, c'est Michel Serrault. C'est Michel Serrault, oui. Je confonds avec un autre film qui est Le juge et l'assassin. De Bertrand Tavernier. Absolument. Et il y avait quand même cette façon de maltraiter un homme et de le pousser presque à bout pour retenir de lui des aveux qu'ensuite on va lui opposer. Là, les aveux que je vais vous demander sont beaucoup plus simples. Ça concerne un livre qui est sorti le 8 janvier 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Yves Le Borgne. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Yves Le Borgne. On a évoqué votre parcours d'avocat et il s'est passé beaucoup de choses. Et le 8 janvier 2025 est sorti Coupable liberté chez Fayard, votre premier roman. Alors pourquoi aujourd'hui, maître, avez-vous écrit un roman? Alors j'aurais pu, j'allais dire... reprendre les idées qui sont dans ce roman et les évoquer dans le cadre d'un essai. Mais j'ai parié sur le fait que l'essai est un peu difficile. Ça ressemble à un manuel scolaire, alors que le roman véhicule un certain nombre d'idées plus ou moins implicites qu'on peut glisser dans l'esprit du lecteur sans l'obliger à la pénibilité de l'étude. C'est un exercice nouveau pour vous? Oui, c'est un exercice nouveau, en ce sens que je n'avais jamais ni écrit ni publié de roman, mais vous savez, plaider, c'est aussi raconter une histoire, alors à partir d'éléments vrais, mais peut-être organisés d'une manière qui n'est pas tout à fait celle qui correspond à la vision de l'accusation. D'autant plus que ce roman se passe en 2070. Pourquoi? Alors, j'ai pensé qu'il était plus facile de se placer dans l'au-delà à venir, dans ce qu'on appelle une dystopie, pour pouvoir dire qu'un certain nombre d'évolutions ont eu lieu sans avoir à en rendre compte. Je crois que je dis à un moment que le roman est un extraordinaire espace de liberté parce que on n'a pas à justifier des circonstances que l'on expose. Et c'est un peu ce qui a présidé à cette écriture. C'est-à-dire que l'histoire se situe en un temps où les droits fondamentaux ont été remplacés par une paix imposée. C'est quand même très particulier. Alors, oui et non. En ce sens que la paix, oui, imposée, mais imposée par qui? Voilà. On connaît l'idée d'une situation ou d'une société imposée par un pouvoir dictatorial, par l'impossibilité d'être plus ou moins déviant. Dès qu'on est un peu en marge de la thèse officielle, on devient une sorte de criminel. Là n'est pas mon avis et mon intention dans ce livre. Mon intention, c'est un petit peu ce que pourrait devenir d'une manière outrée nos aspirations d'aujourd'hui. Je veux dire par là que nous avons une sorte de volonté qui se sent, qui s'exprime d'ailleurs, de paix, de tranquillité, qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait rien qui en quelque sorte bouge et trouble notre paisibilité. Et il peut arriver que si ce désir s'installe, toute nouveauté, tout acte qui dérogerait à ce demi-sommeil pacifique et qu'on prétendrait confortable apparaissent comme inadmissibles et scandaleux. C'est en ce sens que le goût de la tranquillité peut
faire considérer la liberté comme inadmissible. Oui, en fait, aujourd'hui dans la société, et vous l'évoquez dans ce livre, il y a un contrôle de plus en plus présent qui pourrait devenir omniprésent. Je pense que nos compatriotes appellent au contrôle. On estime à chaque fois qu'un fait divers plus ou moins grave se produit, que c'est inadmissible. Et derrière cette protestation se cache l'idée qu'il aurait fallu faire en sorte que cela ne se produisit pas. Soit, je veux bien admettre cette idée, mais est-ce que cette aspiration à la tranquillité la plus absolue, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemble au sommeil, n'est pas une condamnation par avance de toute originalité? Si votre liberté vient troubler ma tranquillité, je vais vous rejeter. C'est grave. Oui, on est dans le château de la Belle au Bois dormant dans ces cas-là. Alors il se trouve aussi qu'il y a la technologie qui a évolué et qui peut justement être un danger pour tout ça, Jean-Yves Le Borgne. Alors la technologie, la surveillance, là je crois que mon hypothèse n'est pas déraisonnable. C'est que l'identification des personnes, les caméras partout, c'est quelque chose de très simple. Alors aujourd'hui, la masse d'informations que nous pouvons avoir par cette origine ne peut guère être traitée en temps réel. Il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles pour qu'on vienne visionner les choses. Mais j'imagine qu'à d'ici quelques décennies, on pourra vous raconter votre parcours de la journée, minute par minute, d'une manière très simple. Et c'est ce qui se passe en 2070. Et vous évoquez un monde où il y aurait 100 millions de Français et où il y aurait des caméras partout dans Paris, des centaines de milliers de caméras. Oui, vous savez, à un moment, l'un des responsables de cet ordre dit à Théo, le personnage principal, « Nous n'avons pas la même mission. Vous brassez des idées, moi, on me demande d'assurer le calme, mais on ne me demande pas compte des moyens par lesquels j'y suis parvenu. » Alors Théo, justement, c'est le héros. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Léa, sa fiancée, de passer un moment avec elle. Et c'est pas aussi simple dans le monde de 2070 qu'on l'imagine. Il y a déjà les difficultés matérielles et puis il y a cette ambiguïté de Théo. Théo est un homme de son temps, c'est-à-dire que la société telle qu'elle l'est, il dit d'une manière sincère qu'il l'approuve et qu'il considère d'ailleurs qu'il est un de ceux qui ont servi à son avènement. Et tout à coup, dans sa vie personnelle, il va se heurter à cette société parfaite dont il va percevoir qu'elle n'est peut-être pas si idéale que cela. Oui, parce que pour aller voir Léa, c'est compliqué, il faut des cartes de circulation et des tas de choses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, mais qui pourraient arriver, Jean-Yves Le Borgne. La carte de circulation, ça paraît évidemment quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on pense que si vous prenez l'avion une fois par semaine pour aller voir qui vous voulez à 1000 km d'ici, on va vous traiter comme un criminel. On va vous dire, mais alors, votre bilan carbone, expliquez-nous un peu. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la critique. Demain, il ne s'agira plus de subir des critiques, il s'agira de respecter des interdits. Et vous évoquez aussi un monde qui risque de devenir aseptisé. Je pense que l'originalité, alors elle est dans tous les sens, l'originalité. Il y a déjà le sexe aujourd'hui est quelque chose qui apparaît comme suspect. À la limite exercé dans le cadre d'une famille tranquillement sous le sceau respectable de la conjugalité, pourquoi pas, mais c'est tout le mal que l'on autorise. Et l'originalité du sexe, c'est aussi une certaine façon de mœurs débridées, une certaine manière de ne pas être dans l'ordre de la famille, par exemple, mais d'être un petit peu ailleurs. Enfin, quelqu'un qu'on entend sur vos ondes vient de sortir, je crois, un livre qui s'appelle « Me Too Much ». Oui. Et je pense que le « too much », c'est le niveau auquel on en est arrivé en 2070. Oui, et un niveau aussi que vous évoquez à travers la Sorbonne, où les élèves sortent en n'ayant vraiment rien appris. Et ça, c'est très inquiétant, Jean-Yves Le Borgne. Alors ça c'est l'histoire que je dirais de la démagogie, de la non-sélection. Il y a l'année du crétin. À un moment, Théo, qui est assistant à la Sorbonne, va, avec une certaine bonhomie, une certaine naïveté, évoquer l'année du crétin, nouveauté de l'horoscope chinois, en ce sens que la Sorbonne,
calque son pourcentage d'élus, de reçus plutôt parmi les étudiants, sur ce qui se passe en province. De telle sorte que s'il y a des gens qui sont médiocres, mais qu'il y a de plus médiocres qu'eux, eh ben les médiocres passent, puisque c'est un problème de comparaison. Donc, d'où l'idée du crétin, mais qui va lui porter préjudice. Parce que à travers ce qui n'est qu'une plaisanterie, certains voient une critique du système. Or, la critique est interdite, puisque on a installé un ordre qui garantit la paix. Ceux qui critiquent sont des ferments de désordre. Mais finalement, la société que vous décrivez dans ce livre, Jean-Yves Le Borgne, est-ce qu'on risque pas d'y aller tout droit ? Ben, vous savez, c'est ma pensée. C'est ma pensée en deux temps, ou peut-être en deux nuances. Si on continue comme ça, voilà où on pourrait arriver, et puis peut-être faisons en sorte de ne pas y arriver en étant conscient des conséquences auxquelles on se dirige. Et vous évoquez ce 21e siècle en disant que les gens sont fatigués de vivre au 21e siècle, parce que ça a changé. Ben vous savez, je crois que quand on n'a pas de perspective de folie, alors la folie... au sens banal du terme, la folie raisonnable, si j'ose dire. Quand il est interdit d'être dans la marginalité, quand le fait de donner à sa vie un ton, une orientation qui soit spécifique, quand se démarquer est une manière d'être antisocial, la vie est triste. Et puis on vit dans un monde anonyme. Bon, aujourd'hui on sait qu'on ne connaît pas les noms des ministres, ça c'est impossible, d'abord ils changent tout le temps, mais ça risque d'être encore pire en 2070, Jean-Yves Le Borgne. D'autant plus que la politique elle-même est interdite. La politique, c'est le lieu du conflit. Et le lieu du conflit est interdit, de telle sorte que les politiques, ceux qui sont en charge d'une mission politique, deviennent complètement anonymes. J'évoque à un moment le fait qu'on passe à la télévision comme une sorte de feuilleton comique, les oppositions entre les candidats à la présidentielle et notamment au deuxième tour. Et un certain nombre de gens croient qu'il s'agit de comédiens, ils ne les connaissent pas et ils trouvent extraordinairement comique cette opposition entre des personnages. Et autre danger dont on parle beaucoup aujourd'hui, que vous évoquez Jean-Yves Le Borgne, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, elle a une capacité de séduction extraordinaire, elle évite de réfléchir. Et elle pourrait aussi permettre de faire en sorte que les solutions soient confiées à la machine de manière à ce que les hommes ne s'opposent pas entre eux pour avoir des idées et des solutions précisément différentes et incompatibles. Et puis dans ce livre, il y a quand même quelques points de notre monde d'aujourd'hui qui sont réconfortants et qui sont restés en 2070. Il y a un restaurant, le Balzar, et il y a aussi les arènes de Lutèce à Paris, qui sont un lieu qui était des lieux gallo-romains où des artistes se sont produits. Je crois que Shirley et Lino, notamment, ont construit leur premier cirque avant de devenir célèbres dans ce lieu. Vous les évoquez ? Oui, c'est un quartier que j'aime bien, et puis ces arènes qui sont une découverte relativement récente par rapport à leur date de construction, c'est quelque chose d'assez extraordinaire en plein Paris que cette présence de Rome. Puis il y a quand même un côté d'espoir, c'est la route de Solesmes. Alors ça, c'est autre chose. C'est ce que j'appelle le recueillement, c'est-à-dire au fond la place de la spiritualité. La spiritualité, à travers les grandes religions, est quelque chose qui, à l'époque, est banni. Parce qu'au fond, la caractéristique d'une religion, c'est que ceux qui adhèrent à ce que j'appellerais une vision de type métaphysique considèrent que les autres sont des mécréants, sont ceux qu'il faudrait ramener dans le sein de la vérité. Donc c'est un ferment de conflit, d'opposition. Et comme on ne veut surtout pas d'opposition, on a interdit toutes les religions, on a utilisé la laïcité qui n'a jamais été une interdiction de genre. Déjà de nos jours, la laïcité apparaît dans la bouche de certains comme un interdit de la religion, alors que c'est simplement un interdit du pouvoir politique de la religion. Mais là, on l'a écarté. Les cathédrales apparaissent comme une curiosité d'un temps qui n'existe plus. Et ce temps, justement, qui n'existe plus, vous l'évoquez avec vos personnages qui ont une certaine nostalgie. Et c'est presque le plus encourageant. Pour éviter ce monde-là, ayons de la nostalgie aujourd'hui. Je parlerai pas de nostalgie. Je dirais qu'au fond, la recherche de l'éternel,
la recherche de la puissance de Dieu, que ce soit le Dieu d'une religion ou d'une autre. L'idée finalement que l'homme n'est pas uniquement le regard tourné vers la terre, mais qu'il peut quelque part avancer sur le sol en regardant les cieux, c'est-à-dire en aspirant à rendre concret un certain nombre d'éléments qui sont dans l'éther des grandes idées, ça, c'est quelque chose qui fait la grandeur de l'homme, mais c'est étonnant d'ailleurs de dire que la grandeur de l'homme tient peut-être à la surgrandeur de Dieu. En tout cas, la grandeur de ce livre, c'est de raconter un monde que j'espère nous ne vivrons jamais, même les générations futures. Ça s'appelle Coupable liberté chez Fayard. Et bravo de l'avoir écrit et bravo pour cette analyse du monde qui, encore une fois, est un monde sans lendemain, mais qu'il faut vivre aujourd'hui à travers ce livre. Merci. Merci Jean-Yves Le Borgne. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.